L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Et Guno, bonjour. J'ai dit Guno, hein, mais c'est plutôt Gono. Exactement. Et Louis-Philippe Dubé qui est avec moi. Bon, évidemment, aujourd'hui, il y aura quelques actualités. On a fait plusieurs essais routiers au cours de la semaine dernière, donc on va vous en faire mention. On parlera d'une situation aussi assez délicate, précaire, voire inquiétante du côté de chez Stellantis. On en a déjà parlé, mais je pense qu'on peut se donner un update une fois de temps en temps. Voilà. Disons qu'on arrive dans la zone rouge. Et Hugues, tu vas nous parler d'une voiture probablement méconnue du grand public québécois et pourtant. Alors, on reviendra là-dessus. Mais on commence avec le dévoilement. Et puis là, ça me fait un peu rire parce que on a dévoilé cette semaine de façon officielle le nouveau Nissan Murano qu'on n'attendait plus. Moi, j'avais. Il faut bien faire quelque chose à un moment donné. Surprise! Pour vous mettre en contexte, en 2019, j'avais voyagé avec les gens de Nissan Canada du côté du Japon pour aller jeter un œil sur les futurs produits de la marque Nissan. Puis évidemment, on avait confisqué nos téléphones cellulaires. C'était dans un endroit isolé, pas de possibilité de prendre de photos. Et puis, on avait aperçu à cette époque-là, ce qui allait devenir la prochaine génération attends un peu, je veux juste pas me tromper. Bon, du Armada, du QX80. Les premières esquisses des futurs produits Infiniti qui étaient là. Et le Murano déjà. Et c'était pas un véhicule... Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, là. Et c'était pas... puis on avait aperçu le Pathfinder qui est sorti il y a 2 ans. Alors, il y a beaucoup des véhicules Nissan qui sont sortis au cours des dernières années que moi, j'avais vu, pas en produit final, là, mais le Murano, lorsque je l'avais aperçu là-bas, était plus avancé en termes de développement que le Pathfinder. Alors, ça m'avait impressionné lorsqu'on a dévoilé le Pathfinder que le Murano ne soit pas lancé avant. Et tu vois, on l'a étiré un autre 2 ans, le Murano, pour finalement nous dévoiler cette semaine ce qu'on savait déjà. Oui, qui ressemble à ce que tu as vu. C'est un Murano. On a enlevé le V6, on a mis le Downy 4 cylindres à taux de compression variable. Et c'est tout. Alors, ceux qui s'attendaient à une belle surprise de la part de Nissan avec le Murano, c'est pas ça. Oui, il est plus moderne. Il va probablement être un petit peu plus économique à la pompe, etc. Mais c'est pas ça qui va le mettre dans les grands ténors du segment. Ben non, mais est-ce que c'est trop peu, trop tard? Parce que, les gars, pas que je veux vous faire peur, mais il n'y en a plus de segment. Des VUS intermédiaires à 2 rangées, tout le monde est disparu, là. Le Ford Edge s'en va. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, on peut penser à Hyundai, le Santa Fe. Ben, ça a changé un peu de catégorie. Le Venza, c'est disparu. Oui, on remplace par un Crown Signa, mais qui est une familiale. C'est un segment où il n'y a plus de joueurs. Le Blazer, puis le Chevrolet Blazer est en fin de carrière à essence. Le Acadia, on l'a remplacé par un véhicule plus gros. Beaucoup, du côté de chez Jeep, il y a le Grand Cherokee, OK, mais peut-être dans un segment un peu différent. OK, il reste le Honda Passport, qui est un peu un rival de tout ça. Mazda, ben oui, c'est un CX-70, mais c'est un CX-90, pas de banquette, essentiellement en termes de format. C'est un segment où il n'y a plus vraiment de raison d'être, on dirait. Je pense que Nissan a reporté un peu pour ça, là. En même temps, t'arrives avec un produit qui est littéralement comparable avec ton Aria, sauf qu'il est à essence plutôt que d'être électrique. J'ai bien de la misère à voir comment on va se distinguer avec ça. D'autant plus que cette motorisation-là... Pas économique. Non, mais les gens ne l'adoptent pas. Infiniti a un QX50/55 qui utilise cette motorisation-là. Et Infiniti, là, on fait des promotions, on fait tout pour les vendre, ces véhicules-là. Ça sort pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le design est pourtant intéressant, l'équipement est là, conduite est générique, motorisation déçoit.
CVT. C'était supposé d'être une révolution. Là. Bon, ça fonctionne pas. Alors, est-ce que ça va plus fonctionner dans un Murano? La réponse, c'est non. Mais bon, on va en faire l'essai dans les prochains mois. Mais évidemment, on aurait aimé ça avoir une surprise supplémentaire puisqu'il s'est fait trop longtemps attendre, le Murano, à mon avis. Il y a un beau look. Là-dessus, ça modernisé, oui. Modernisé, je pense que là-dessus, on a réussi quelque chose de bien. Puis Nissan, en termes de design, ça n'a jamais été des catastrophes. Il y a des petits trucs, des fois, tu fais, les roues du nouveau Nissan Kicks là, qui ont de l'air d'un 33 tours, on se demande pourquoi. mais sinon, tu fais, en termes de design, on s'est toujours assez bien débrouillé. Sauf peut-être à l'époque de, j'oublie son nom, là, celui qui avait dessiné l'Altima au début des années 2000, Jerry. Hugues, tu vas m'aider là-dessus. C'est celui qui avait la queue de cheval, là? Oui. Ouais, bon, okay, bref, son nom m'échappe. Oui. Son nom m'échappe, mais bon, il y a eu une époque à la fin des années 90, début 2000, où là, les designs, peut-être pas. C'était assez généreux. C'était pas mauvais, c'était pas catastrophique, mais c'était très, très généreux. Fait que... bref, on s'est retrouvé aujourd'hui avec un line-up de véhicules qui est certainement plus moderne. Là. Le Murano vient compléter la boucle, si on peut dire, jusqu'à ce qu'arrive la prochaine livre, qui, elle, se fait beaucoup plus attendre, à mon avis, là, dans le marché québécois. Mais... j'ai l'impression qu'on manque d'outillage. On manque de solutions chez Nissan, surtout en matière de mécanique. On recycle tous les boulons, on recycle toutes les motorisations. On leur donne des petites propriétés dans des communiqués de presse, mais nous, on le sait que c'est la même affaire. C'est exactement la même affaire partout. Fait que donc, on verra ce que ça donnera, mais évidemment, le Murano, on va pouvoir le conduire d'ici peu. Puis, on vous en donnera une nouvelle, mais on sait déjà un peu à quoi s'attendre. Bon, Mini a dévoilé une version John Cooper Works de la Cooper du côté du Salon de l'Auto de Paris ou du Mondial de Paris. Qui est un salon mondial, mais qui donne plus l'impression d'être régional que d'autres choses. Alors, tu peux nous en parler un peu? Ben oui, la John Cooper Works, c'est la version sportive, plus sportive. On n'a pas conduit encore ce véhicule-là. J'ai vraiment hâte de voir comment que Mini va arriver ou parvenir à englober la sportivité de la marque dans une voiture électrique. John Cooper Works, 255 chevaux dans le moteur, comparativement à 215 chevaux. Ça s'attendait peut-être un petit peu plus, je pense, pour une version performante. 215 chevaux pour la Cooper SE, là, je parle le modèle électrique. Puis, à l'intérieur, John Cooper Works partout. Hein, c'est très de course, un peu plus racé comme habitacle. On s'attend à des changements de suspension, on s'attend à des changements de châssis également pour le véhicule, pour donner aux acheteurs de John Cooper Works ce qu'ils recherchent là, dans une Mini. Puis, on a un mode boost pour ce 255 chevaux. C'est populaire dans les voitures électriques maintenant. Chez Mini, on l'appelle le mode Go-Kart. Et quand tu l'actives, ça fait « Yahoo! » Puis là, tu lances des peu de bananes. Comme dans Mario Kart. Ça rappelle les pubs du premier Kia Sportage. Tu sais, tu te souviens, c'est bon pour le mojo. Ah oui, mais c'est vrai. La sonorité à bord de l'auto, ça moi, j'étais dans Mario Kart, mais je me rappelle du Sportage. On vient de dévoiler notre différence d'âge. Voilà. Fait que 27 chevaux avec le boost pour la John Cooper Works. On n'a pas trop d'informations sur l'autonomie du côté de l'EPA, du cycle nord-américain. C'est 371 seulement du côté du cycle européen. Donc ça veut dire à peine 300 chez nous. Là, ça va être un peu plus accessible sur la performance. Mais encore là, on verra si cette voiture arrive. Ben, c'est ça, parce que c'est une voiture assemblée du côté de la Chine. Alors, est-ce qu'on va rapatrier la production ailleurs pour finalement l'amener chez nous en Amérique du Nord? On verra pour la suite, mais actuellement, ça représente un sérieux problème. Un joyeux casse-tête pour certains constructeurs qui doivent composer avec une situation loin d'être évidente. On va d'ailleurs y revenir un peu plus tard. Mais c'est pas seulement pour les tarifs sur la Chine, mais également, on avait parlé il y a une couple de semaines de ça, de bannir les équipements russes et chinois, les logiciels, etc. d'ici 2027. Ça va commencer en 2027. Puis ça, il y a quelque chose qui est arrivé avec ça, c'est que les logiciels dans les voitures électriques qui sont conçus soit en Chine ou en Russie, quand on a besoin de les mettre à jour, si
il y a des logiciels qui sont bannis en Amérique du Nord dans l'éventualité que ça arrive. Ça va être un problème pour les véhicules qui sont actuellement ici, qui ont été assemblés en Chine. Donc, ça va devenir, comme on appelle les Fisker maintenant, des encres à paquebot. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de mise à jour parce que la mise à jour, elle est bannie, ben là, ça va devenir des problèmes pour des véhicules. Ça a déjà commencé, là, si jamais ça rentre en vigueur, cette loi-là. Donc, ça, c'est une autre affaire à ajouter pour les problèmes déjà existants des constructeurs qui assemblent des véhicules électriques en Chine. Évidemment que les différents constructeurs automobiles nous poussent plusieurs modèles électriques depuis quelques années. Les gouvernements en rajoutent et puis tu as tout ce qui s'appelle Club Pro-Véhicules électriques qui prône tout ça. Mais il y a un envers de la médaille qu'on ne regarde que trop peu et c'est évidemment la seconde vie d'un véhicule électrique, c'est-à-dire à partir du moment où elle n'est plus bonne à faire ce pourquoi elle a été construite, comment est-ce qu'on recycle une voiture électrique? Et je trouve cette question-là extrêmement intéressante parce que pour avoir eu des discussions avec plusieurs centres de recyclage, eux me disent à partir du moment où on se fait caler une voiture électrique, nous, on la redirige ailleurs, on n'en veut pas. Ouais, on n'est pas équipé pour le faire. C'est des problèmes d'assurance aussi pour le feu, toutes sortes de Alors, qui recycle ça des Tesla, des Nissan Leaf, des Mitsubishi EMIEV? Il y en a trop peu, là, mais je veux dire, des véhicules électriques qui ne sont plus bons. Il y en a des véhicules électriques accidentés. Il y en a. C'est ça, Alors, j'ai parlé à une dame, il n'y a pas plus tard que la semaine passée, qui a sauté une chaîne de trottoir avec un Kona 2021 électrique. La batterie est restée là. C'est-à-dire que le plateau de batterie a accroché le coin du trottoir. Okay. La voiture a continué, mais le plateau est resté là. Rien à faire, perte totale, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais avec cette auto-là? Tu sais, est-ce que tu l'envoies à la casse de façon traditionnelle ou est-ce que tu recycles la batterie? Puis là, le morceau qui a continué peut être recyclé. C'est le morceau qui est là. C'est ça. Mais la question mérite d'être posée parce que moi, j'ai posé la question à de multiples reprises aux gens de General Motors qui ne répondent pas à la question parce que les Chevrolet Bolt voient leur batterie remplacée très souvent. On parle de 2 à 3 % du parc automobile complet de Chevrolet Bolt qui a été fabriqué dans les dernières années qui voit ses batteries recyclées. Alors, considère qu'au Canada, on a vendu, disons, 11-12 000 Chevrolet Bolt. Ben, il y a 3 % de ce nombre-là de batteries qui ont été remplacées. Et qu'est-ce qui est arrivé avec les batteries des véhicules qui ont été remplacés? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et il y en a des batteries qui sont remplacées dans des véhicules électriques. Là. Chez Tesla, chez peu importe les constructeurs. Bien sûr. Et c'est drôle, tu n'entends jamais parler. On ne sait jamais où ça se retrouve. Il y a une entreprise ontarienne, à un moment donné, qui avait émis un communiqué dont j'oublie le nom. Je les avais personnellement contacté, j'ai tout fait, là. Téléphone, courriel, jamais eu de retour d'appel. Ça semble être mort et enterré comme entreprise. En Europe, il y a eu, puis tu as probablement eu devant de ça, on a visité des usines, il y a beaucoup de projets qui ont démarré pour prendre les modules qui sont encore bons dans les batteries de véhicules électriques, les mettre dans des ensembles plus petits pour alimenter des scooters, par exemple, alimenter des machines distributrices à batterie, comme par exemple en Inde, là, où est-ce qu'on prend une batterie, on met notre batterie usagée, on en prend une nouvelle, on le met dans le scooter, puis on part avec. Il y a plusieurs débouchés là-dedans, mais ici, c'est comme un peu moins... Moi, c'est quand j'ai voyagé que j'ai vu ça, mais ici au Canada, j'ai pas vu grand-chose. Je trouve ça fascinant parce qu'il y a des gens... Tu sais, moi, il y a des gens dans mon entourage qui, par exemple, ont un chalet là où l'électricité se rend pas, ont décidé de mettre la main sur 2-3 battery packs de Nissan Leaf ou de Tesla, se bâtir un chargeur de batterie pour le chalet, emmagasine de l'énergie par panneau solaire ou par génératrice, puis emmagasine ça là-dedans, puis bon. Mais c'est des cas isolés. C'est ça, je veux dire, la majorité des batteries, moi, j'ai l'impression qu'on en dispose de façon totalement illégale. Puis évidemment, on n'en parlera pas parce qu'une voiture électrique, c'est vert, puis c'est magnifique, puis on sauve la planète avec ça. C'est une question fondamentale parce qu'on veut passer à l'électrique en disant
les ressources de pétrole sont finies, mais les ressources de matériaux pour faire ces batteries sont finies aussi, là. Je veux dire, à un moment, on n'a pas une quantité infinie de lithium, de terre rare. Et en passant, les ressources de pétrole sont pas finies, là. Ouais. Mais je veux dire... Il faut que ça devienne monétairement payant pour des entreprises de recyclage de se lancer là-dedans. Et souvent, ces entreprises-là vont attendre, des subventions vont attendre de dire, on veut embarquer dans le lot. Non, mais regarde, encore une fois, on nous vend un projet vert. Il faut que tout le cycle, il faut que toute la filière le soit un minimum. Encore une fois, c'est pas de la vertu absolue, mais c'est de dire à un moment, on peut pas se lancer dans l'électrique au taquet à partir de 2035 sans dire derrière, on a une filière de recyclage qui est bâtie, qui est prévue. Et si tout le monde dit, oui, mais c'est pas payant, on le fait pas. On s'en va dans le mur. D'une part, toi, tu dis dans le mur. Toi, tu dis 2035. D'abord, on a déjà beaucoup de véhicules électriques en circulation qui vont devoir être recyclés bien avant ça. C'est ça. Mais l'obligation c'est pas juste de dire il faut prévoir le réseau, il faut prévoir ça. Il faut prévoir tout le recyclage des batteries. Et ça, c'est un méchant problème. Puis, tu sais, tu dis, il faut attendre que ce soit payant. Moi, je pense qu'on aurait dû réfléchir à cette question-là avant de les construire. Absolument. Alors là, il y a une lueur d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise québécoise qui s'appelle Lithium, qui est basée à Saint-Bruno, je crois, qui, elle, a signé une entente avec les concessionnaires Hyundai pour le recyclage des batteries des véhicules qui sont soit défectueux ou accidentés. Alors, il y a peut-être... Bon, il y a une bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est-à-dire que les batteries de ces véhicules-là pourront être adéquatement recyclés ou servir pour une deuxième application, on ne sait pas. Mais à tout le moins, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais qu'en est-il de tous les véhicules Tesla, des produits General Motors électriques qui se multiplient à vitesse grand V? Tu sais, il y en a là, des véhicules électriques, j'ai pas besoin de vous les nommer. Là, on sait ce qui va se passer pour les produits Hyundai. Et encore, ça serait intéressant de parler à ces gens-là pour savoir comment ça va être fait. Oui, parce que c'est quoi les débouchés? C'est une chose d'avoir une entente, mais c'est une autre chose de faire de mettre tout ça en application. Puis même, il y a une question fondamentale, c'est à combien de pourcentage on va la recycler, la batterie? Ouais. Parce que si c'est pour... actuellement, moi, j'ai pas la réponse, mais de ce que j'avais lu il y a une couple d'années, c'était, pour le moment, c'est pas un pourcentage très, très élevé. Et on est loin d'être de 100% de recyclage. Donc ça aussi, et c'est pas une question juste pour Lithium, c'est vraiment une question générale, de dire à un moment, si on recycle notre batterie, c'est bien, mais qu'on arrive à en récupérer que 30%, ça aussi c'est un problème. Il faut que ça soit beaucoup plus élevé. Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs qui travaillent sur de nouvelles générations avec moins de matériaux rares, etc. Donc probablement plus de possibilités de recyclage, mais c'est des solutions qui vont arriver sur le marché dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ça veut dire que tout ça va se mettre en branle dans très, très, très longtemps, alors que le problème, il est réel aujourd'hui, maintenant. Oui, c'est ça, justement, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que, tu sais, c'est pas, on pèle par en avant en ayant une pensée idéologique, mais le problème est déjà là. Alors, cela étant dit, Audi nous présente le SQ6 e-tron. Le roi de la transition, mesdames et messieurs. Oui, monsieur. Antoine Schwarzenegger. Voilà. Oui, en fait, le VUS coupé, les utilitaires coupés. Je sais, à chaque fois qu'on en parle, on aime ça, ça fait chaud au cœur. Enlever l'utilitaire dans l'utilitaire en enlevant... je trouve qu'Audi, côté design, on s'en sort bien. Il y en a d'autres constructeurs que tu vas regarder le véhicule, tu vas dire, c'est-tu le coupé, ça, ou c'est le traditionnel? On voit pas grand-chose dans la différence. Mais... au niveau des compromis, il y en a toujours. On passe le Q6 et SQ6. On passe, je pense, du côté du Q6 de 830 litres, 855 litres d'espace de chargement à 511 litres d'espace de chargement à l'arrière. Donc, on a enlevé pas mal pour faire cette silhouette-là qui est coupée sur le Q6 e-tron. Par contre, on a un meilleur coefficient d'aérodynamisme. Là, le coefficient de traînée passe de 0,28 à 0,26, ce qui augmente l'autonomie légèrement là, de 443 à 494. Excusez-moi. Est-ce qu'on appellerait ça une variation sur un même thème? C'est une variation sur un même thème, en effet. Pile poil.
Mais on augmente, excusez-moi, à une meilleure autonomie à 494 km. Donc, c'est pas... on multiplie les choix pour les gens, comme on fait avec les véhicules, les utilitaires à essence. Puis, ce Q6, SQ6-là, qui est le cousin du Macan électrique, là, on le rappellera, va devoir avoir pas mal d'offres, là, je pense, pour être capable de convaincre les acheteurs. Parce que, justement, ça va être un véhicule qui va se vendre 100 000. astronomiquement cher, un peu comme le Macan. Donc, mais tu sais, dans ce créneau de véhicules-là, il y a tellement de joueurs. On va parler un peu plus tard dans l'émission du Polestar 3 que j'ai pu mettre à l'essai. Il y a plus de véhicules en compétition pour le Polestar 3 qu'il y en a pour le RAV4. C'est à ce point fou. C'est que les constructeurs se sont garochés pour créer des véhicules de luxe à 100 000 plus. Ça se peut-tu que ce soit des véhicules rentables? Rentable dans l'immédiat, mais la dépréciation, tu vas en acheter un une fois. Puis après ça, tu vas avoir eu ta leçon. Bon. Et parlant de leçon, il y a Stellantis qui est en train d'en avoir toute une. Moi qui est le roi de la transition. Bingo. On parle de Stellantis aujourd'hui parce que rien ne va plus. On a vu quelques entrevues avec M. Tavares qui... c'est une question de temps avant qu'il quitte. Là. 2026. C'est annoncé, mais il a pris une décision unilatérale de partir en retraite et de ne pas renouveler son contrat. Oui, mais est-ce que... Unilatéral. Est-ce qu'il s'est fait montrer la porte? On l'a encouragé fortement à remettre sa décision. Je pense que... oui, il a eu énormément disons de qu'on n'a pression. pas travaillé pour le retenir. On peut dire ça comme ça. Non. Bon, Stellantis, évidemment, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est Chrysler. Les concessionnaires Chrysler actuellement vivent des périodes troubles. Vous aurez constaté qu'il y a plusieurs nouveaux concessionnaires qui ont été construits à grands frais. Ça coûte une fortune de tenir ces bâtisses-là. Ça vaut une fortune quand ça fonctionne bien, mais ça devient des éléphants blancs quand ça va pas bien. Et actuellement, c'est ce qu'on constate. Les concessionnaires Chrysler ne vendent plus rien. Le Ram Classic est terminé. Ça fait quelques années qu'on n'a plus de fourgonnettes abordables. Les produits comme le Cherokee ne sont plus là. Le Compass est un véhicule qui est en queue de peloton depuis trop longtemps. Bref, il n'y a plus de véhicules abordables. Et ce qu'ont les concessionnaires en stock, c'est des camions Ram à 70 000 plus, des Grand Cherokee, Wagoneer, Grand Wagoneer, et des Wrangler à 70, 80, 90 000 pièce, et j'inclus là-dedans des Gladiator. Alors, qui est-ce qu'on peut convaincre avec ce genre de produit-là aujourd'hui quand on a 300-400 véhicules en inventaire? C'est tellement un problème. T'as oublié le Dodge Hornet. J'ai oublié le Dodge Hornet aussi. Parce que, on en a déjà parlé, mais c'est un bon point que tu soulèves parce que... le Hornet. C'est un bon point que tu soulèves parce que chez Alfa Romeo, évidemment que le Tonale, qui est le même véhicule, ça, je ne veux pas dire que ça sauve la marque, mais ça fait entrer des gens. Ça la maintient. Ouais. Ça fait entrer des gens chez les concessionnaires Alfa Romeo. Et au final, il y a bien des gens qui vont adopter ce produit-là, peut-être plutôt qu'un Audi Q5 ou qu'un Acura RDX, parce que c'est différent. Ils trouvent le look original. C'est un hybride rechargeable. Actuellement, il y a des crédits généreux pour mettre la main sur un hybride rechargeable. Donc, Mais du côté de chez Dodge, c'est un lamentable échec. Parce qu'on en vend à peine 3 fois plus que du côté d'Alfa Romeo, mais dans un réseau de concessionnaires qui est 80 fois plus grand. Tu sais, je veux dire, j'exagère, là. Il y a quoi? Non, mais il y a une énorme différence. Il y a plus de 100 concessionnaires Chrysler au Québec. Il y a 5-6 Alfa Romeo au Québec. Alors, tu sais, c'est une catastrophe, là, littéralement. Puis c'est de l'inventaire qui ne sort pas. Alors là, actuellement, ce qu'on apprend, évidemment, ça jase beaucoup dans l'industrie, c'est qu'il y a énormément de concessionnaires Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat qui sont à vendre. On cherche preneurs et des grosses bannières. Là. Oui, il y a eu des mariages de concessionnaires en région, un concessionnaire qui a fermé, qui s'est jumelé avec un autre, mais là, il y a des grosses bannières que vous connaissez qui font des publicités à tour de bras qui sont à vendre. Bonjour aux plus offrants. Et le problème, c'est que la business des concessionnaires automobiles aujourd'hui, évidemment que la bannière y est pour quelque chose, mais ce sont aussi les bâtisses. Puis une bâtisse, quand elle ne sert plus à grand-chose,
t'as beau avoir un terrain qui vaut des sous, ça commence à faire mal. Fait que non seulement la valeur de la bannière dévalue énormément en ce moment, puis on est prêt à s'en débarrasser, mais la bâtisse perd aussi de la valeur. Parce que qui va réutiliser un giga concessionnaire à l'image Chrysler si on n'a pas l'intention de le réutiliser pour la même raison? C'est ça. Alors, ça devient un sérieux casse-tête. Tu sais, c'est la semaine passée qu'on en parlait, Louis-Philippe, de la Chrysler Grand Caravane nouveaux prix, 2025, nouveau prix grande alléchant à pompe. 49 995. C'est à peine si on vient d'enlever radio-cassette là-dedans. Êtes-vous sérieux? Sur quelle planète la vous vivez? confiance, En fait, le problème est qu'ils n'ont pas grand-chose actuellement, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le pipeline? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, mais ça commence à peser lourd. Là. C'est ça, mais qu'est-ce qui s'en vient? Je veux dire, il n'y a pas un Wagoneer S à 90 000? Il n'y a pas grand-chose Charger? non plus. Je veux dire, il y a Puis, quelques produits intéressants, mais est-ce que c'est suffisant pour faire vivre un réseau? Puis attention, moi, je me suis dit, bon, ils vont mettre énormément d'emphase sur Jeep. Tu sais que Jeep, du côté de l'Europe, on a le Jeep Avenger qui se vend très bien là-bas. Un produit qui connaîtrait du succès ici, qui est disponible en électrique, en hybride rechargeable, en diesel aussi, mais c'est évidemment qu'on ne l'aurait pas. Mais c'est un petit format que les gens adopteraient ici. Puis là, on a annoncé une nouvelle génération de Compass qui va arriver sur le marché européen d'abord en fin d'année 2025, sera assemblé en Italie, le Jeep Compass. Tu sais, on se dit, coudon, t'es un peu, là, Jeep, c'est pas une marque américaine. Ouais, mais c'est là-bas que ça marche. Ouais. Jeep Compass qui va on être parlera d'abord... pas aussi des problèmes de Stellantis avec les négociations avec les United Auto Workers, Bon, aussi les unions. Oh là là, mais Ça J'y joue les arrive. cartes. Là. J'y arrive parce que l'usine de Brampton, en Ontario, moi, j'ai téléphoné aux gens de Chrysler pour avoir de l'information. On a fermé l'usine le 22 décembre 2023. On a cessé la production des Charger Challenger 300. Ouais. Et on nous avait dit à cette époque-là, cette usine-là servira... initialement, ça devait servir d'usine de fabrication de véhicules électriques. Finalement, on a décidé de rapatrier la production des VE, des VE du côté de Windsor. Et là, on a annoncé que ça serait la prochaine génération de Compass qui serait fabriquée là-bas. Mais tu sais que oui, on va fabriquer le Compass à Brampton, mais pas avant la mi-année 2026, ce qui veut dire que ça va être des Model Year 2027. Et d'ici ce temps-là, on va continuer à nous servir le bois mort qui est fabriqué à Belvidere, en Ohio. En Illinois, excuse-moi. Vous n'êtes pas sérieux, là? Ouais, Moi, je suis un concessionnaire demain matin, là, confiance est plus là, puis je vois la colonne rouge monter, là. Je peux pas attendre 3 ans. Tu peux pas être sérieux, là. Non, Arrête non, de non, m'envoyer non. des trucs qui sont pas vendables. Tu sais, la personne qui a décidé cette année de retirer le V8 MI dans le Grand Cherokee L, là, oui, j'espère, mais il reste un Pentastar que tu vas me vendre à 85 000 $. Je vais payer, moi, 85 000 pour un véhicule qui a un moteur de Dodge Journey 2011. Es-tu sérieux, là? Tu peux pas être conscient. Ça marche plus. Il y a plus... Là, on est en mode survie, mais, tu sais, si on avait quelque chose à vendre, ça serait une chose, mais là, on a un line-up de véhicules qui coûte plus cher que la moyenne des véhicules BMW. Ça n'a aucun bon sens. Non, puis en plus, Carlos Tavares, dans le cadre du Salon de l'Auto de Paris, s'est entretenu avec certains médias. Il a dit, effectivement, les problèmes que nous avions étaient majoritairement américains. C'était un problème de surstock. Nous avons réglé ça en 6 mois. La profitabilité va revenir. Avec quoi? À moins de foutre d'énormes rabais sur les capots, je vois pas comment tu vas faire baisser tes stocks. Ben, puis tu sais, on a choisi de cesser la production du Ram DS, là, donc le Ram classique, tout récemment. Évidemment que les concessionnaires au Québec ont fait « Hey, attends un peu, là, c'est 50% de mes ventes, là. Je veux bien croire que le camion vieillit, mais moi, j'en vends. » Ouais. Ben, c'est ça. Puis il y a la transition MI Hurricane là-dedans, qui est de la marketing en arrière. Je pense pas que c'est convaincant pour les propriétaires de camionnettes non plus. Ils sont pas tout à fait convaincus de faire le changement avec. Moi, je me avec permets le de te Hurricane. dire, pour avoir essayé cette mécanique-là, que ça va bien, Oui. mais c'est certain que ça va coûter une fortune en entretien par rapport à un MI. Faut que ça roule au super. Il y a des turbocompresseurs là-dessus. Il y a plus tout ce que de pièces mobiles, plus de t'sais, mécanique. Puis au final, ça consomme pas moins.
Ça, c'est la clé là, aussi. C'est ça le problème. On va mettre on va supprimer les V8 parce que ça consomme trop. Dans la vraie vie, dans le vrai monde, ça consomme autant. Tu as General Motors qui actuellement travaille à développer un nouveau moteur V8 pour ses camions. Puis moi, j'ai l'impression que le V8 de GM de prochaine génération pourrait être plus efficace sur le plan du rendement énergétique que ces nouveaux 6 cylindres turbo-là. Qui sont très sollicités en remorquage. C'est ça. Puis qui sont forcés de consommer. On a atteint chez Ford, par exemple, une certaine fiabilité avec l'EcoBoost, avec le temps. C'est parfait. Puis c'est des moteurs qui sont efficaces, qui sont appréciés. Puis ça consomme pas moins. Non. Puis quand ils ont quand même gardé le V8. Oui, mais ils ne se vendent pas beaucoup. Non, mais regarde, ils l'ont gardé pareil. Ils l'ont pareil. Parce que tu as des clients américains qui veulent avoir ça. Dans une mécanique turbocompressée qui est sollicitée, on a besoin de beaucoup de refroidissement. Puis refroidissement, c'est carburant. C'est la science qui rattrape de toute façon, le moteur. Ton turbo, à un moment, plus il embarque, plus tu vas consommer. C'est normal. La cylindrée est moins grande. Même des turbos basse pression, même des doubles turbos, des machins, tout ça, à un moment... t'envoies plus d'air, faut que t'envoies plus d'essence. C'est juste. C'est ça, c'est la science. Mais tu sais, on revient à Stellantis. T'as beau regarder le catalogue, puis là, il y a une Fiat 500 électrique. Elles sont pas capables d'en vendre. Ça sort pas. C'est très dommage. Tu en as déjà parlé plusieurs fois. Tu adores ce produit, c'est un produit intéressant, mais ça reste un produit de niche. Tu fais pas encore une fois vivre un réseau Fiat avec un véhicule de niche. D'une part. Deuxièmement, c'est un produit avec lequel les fins de mois sont difficiles parce qu'il n'y a pas énormément de profitabilité là-dedans. Voilà, c'est ça. Puis troisièmement, s'il y a une bannière qui est certainement pas enclin à bien vendre ce produit-là, c'est bien des vendeurs Dodge qui sont habitués de vendre des Ram avec des moteurs V8 puis des Jeep. La clientèle qui va se présenter pour acheter... Moi, je trouve qu'on aurait presque dû prendre les Fiat 500e puis les envoyer chez les concessionnaires Alfa Romeo. Ça a pas mal de bon sens. Il n'y a pas assez de concessionnaires Alfa Romeo, ça a pas mal de bon sens. Mais en même temps, tu as un inventaire... Tu as la clientèle qui rentre dans la porte pour cette véhicule-là. Tu as une clientèle qui est plus ciblée, qui est déjà plus en ligne. Qui est dans le marché pour ce type de véhicule-là en partant. Puis à la rigueur, vendez-les en ligne. Je pense que c'est un produit qui mériterait un autre sort que celui qu'il subit en ce moment. Puis c'est juste parce qu'il est mal représenté, mal vendu. C'est bien dommage. Non, même trop niche au départ. De toute façon, c'est pas un véhicule de masse. C'est un véhicule qu'ils ont fait venir pour faire tenir le réseau, pour pas avoir à le fermer et payer des frais gigantesques. Mais je veux dire, encore une fois, c'est une voiture de ville, ça s'adresse à soit une deuxième voiture ou une troisième voiture, c'est des gens qui habitent en ville. Bon, ces gens-là, en plus, s'ils habitent en ville, ils vont avoir tendance à peut-être aller chercher plus des transports en commun, des choses comme ça. Donc, tu peux pas faire des gros chiffres de vente sur un véhicule comme ça. Non, mais je pense pas. C'est absolument impossible. Je pense pas que c'est l'objectif. Par contre, si tu développes une gamme électrique avec un véhicule un peu plus gros, comme ils avaient essayé de le faire avec les 500L, les 500X, et ce qui existe en Europe avec la Fiat 600 électrique, il y a peut-être des chances d'avoir un véhicule un peu plus polyvalent, etc. Donc oui, tu commences avec ça, mais c'est pareil, il va falloir faire encore venir d'autres produits derrière. Tu fais pas juste rouler un réseau avec la Fiat 500. Ça va pas mais bien. Entre une Fiat 500e puis un Dodge Hornet à 60 000 $, il y a un monde, là. Exactement. Ça prend... Exactement. Puis je te nomme le Hornet, mais on tend presque à l'oublier. La vérité, c'est que c'est le Grand Cherokee. Fait que c'est le Grand Cherokee puis le Wrangler qui sont les véhicules de masse des concessionnaires Stellantis, puis t'as rien en bas de 65 000. Parce que je connais pas grand monde qui achète des Grand Cherokee Laredo avec des sièges en plastique, puis un modèle de base, ça fait presque pitié. Fait que tu veux aller minimalement dans une altitude, puis là, on n'a pas de plan de location, fait que vous devez le financer sur 96 mois, monsieur, puis 96 mois avec une garantie de 3 ans, c'est pas une bonne nouvelle, fait qu'on va vous vendre une belle garantie prolongée de 4 ans supplémentaires à 5 000 $. Ça s'appelle un cercle vicieux. Ben oui, c'est qu'à un moment donné, ça marche plus. Fait que... Moi, j'espère sérieusement, je ne souhaite pas la faillite de Stellantis, là, absolument pas, parce que ça enrichit le paysage automobile nord-américain. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Mais là, arrêtez de prendre des décisions de sans dessin. Là.
Revenez sur Terre. Là. Ça prend une réorganisation importante, là, pour de vrai. Ça n'a aucun sens. Puis quand les concessionnaires lèvent la main et disent hey, « Vous savez quoi, moi je lance la serviette, étouffez-vous. » Il y a un gros concessionnaire, Chrysler, qui a fermé ses portes sur la voie de service du métropolitain. Il avait ses raisons personnelles. Mais peut-être qu'il anticipait ce qui s'en venait aussi. Tu sais, quand tu es un homme d'affaires, puis tu sais comment ça marche, puis tu vois les choses gérer tout croche, c'est cowboy chez Chrysler, là. Tu sais, ça a toujours été ça. Depuis des années, là, on demande aux concessionnaires, pinez des véhicules en fin de mois, puis vous allez, tu sais, faites comme s'ils étaient vendus, puis gardez-les dans votre inventaire, vous allez profiter de la ristourne de fin de mois, etc. Tu vois pas ça, là, chez Subaru, là. Tu comprends-tu? Non. Non, mais... Alors... Mais ça, c'est, on en a déjà parlé, c'est des vieilles habitudes ancrées depuis des décennies chez Chrysler. Ça existe chez Nissan, ça existe chez certains constructeurs à petit volume. Mais chez Chrysler, c'est comme, OK, là, t'as 12 Durango dans ta cour, là, puis faudrait qu'ils deviennent tiens. Là. Ça fait que pine-les, puis organise-toi pour les vendre après, puis je vais t'envoyer une belle ristourne de 3000 par camion. C'est-tu correct, ça? Va t'inviter à souper. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas comme ça que tu fais des affaires de façon viable. Parce que là, à un moment donné, ça finit par rattraper. À un moment donné, tu sais, on dit tu pelleté par en avant. Ben là, tu as tellement pelleté par en avant que le banc de neige te tombe dessus. Là. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Là. Alors, j'espère qu'il va se passer quelque chose, mais en attendant, sachez-le, il y a plus d'une vingtaine de concessionnaires Stellantis qui sont actuellement à vendre au Québec seulement. Ça fait peur un peu. Et encore une fois, il y a des grosses bannières là-dedans, il y a des gros noms. Je pense qu'il y en a qui sont tannés un petit peu. Le guide de l'auto. Hugues, cette semaine, tu nous parles justement d'Alfa Romeo. On vient d'en parler, les concessionnaires Alfa Romeo qui sont peut-être un peu plus heureux en ce moment que les concessionnaires Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, SRT et toutes les autres marques. Et tu nous parles d'une voiture emblématique, mais complètement méconnue du public québécois qui, pourtant, devrait la connaître. Et voilà. Si je vous dis Giulia, Giulietta, Alfata, Alfa Sud, Montréal, que vient faire le nom de la métropole québécoise dans cette liste de modèles Alfa Romeo des années 70 ? Bon, il y a eu un événement marquant au Québec, puis c'est un peu ce qui a inspiré Alfa Romeo. Et voilà. Le 27 avril 1967 s'ouvrait l'Expo 67 sous le thème Terre des Hommes. Parmi les premières attractions que pouvaient admirer les visiteurs dans le pavillon L'Homme à l'œuvre, centré autour de la technologie, se trouvaient 2 couplets blancs perles aux lignes sensuelles. Ils avaient été commissionnés par les organisateurs de l'exposition à Alfa Romeo pour exprimer, je cite, « la plus haute ambition de l'homme en matière d'automobile ». La marque italienne n'avait eu que 9 mois pour réaliser le projet. Dès lors, il fallait évidemment utiliser un maximum de pièces existantes. Plateforme et train roulant du coupé Giulia Sprint GT et moteur 1,6 litre de la Giulia TI. Pour le style, Alfa Romeo se tourne vers le carrossier Bertone. C'est Marcello Gandini qui signe les lignes. Alors, à peine âgé de 28 ans, il est devenu une vedette grâce au travail qu'il a effectué sur la Lamborghini Miura présentée quelques mois plus tôt. Il réalise un coupé 2+2 bas avec des phares à moitié dissimulés derrière des persiennes et des entrées d'air à l'arrière qui font croire que le moteur est en position centrale, ce qui n'est pas le cas, il est bien à l'avant comme dans toutes les Giulia. On retrouve aussi de petites touches de Miura, notamment dans le traitement des portes. Bon, il faut parler à ce moment-là d'une espèce de rumeur là, sur le modèle. Oui, parce qu'il a été souvent écrit que c'est devant la réaction enthousiaste des près de 55 millions de visiteurs face au coupé, qui n'est pas encore alors nommé, que les dirigeants d'Alfa Romeo auraient décidé de produire le modèle en série. En réalité, avant même que les 2 autos ne soient expédiées par avion vers le Québec, il est destiné à être fabriqué pour remplacer la 2600 Sprint et l'utilisation d'une version civilisée du moteur V8 de la 33 Stradale est déjà prévue. Quant au nom, il est resté après que les gens aient pris l'habitude de l'appeler le coupé Montréal. Le modèle de série est présenté au Salon de Genève en mars 1970, soit près de 3 ans plus tard. Et pourquoi ça a pris 3 ans avant qu'on arrive avec le véhicule de production? Parce que le véhicule avait pratiquement l'air prêt pour être commercialisé. Et oui, mais il y a essentiellement 2 raisons. La première, c'est le changement de motorisation. Souvenez-vous que le concept avait un 4 cylindres en ligne. L'installation d'un V8 oblige à relever le capot et la ligne de caisse. Ainsi, si l'esprit original des coupés de l'Expo 67 est préservé sur la version finale, toutes les lignes sont nouvelles. Calandre modifiée, apparition d'une prise d'air NACA sur le capot, non fonctionnelle,
Passage de roues bombées sur les ailes, nouveau feu arrière. OK. Les persiennes de phare persistent, mais sont maintenant escamotables pour répondre aux normes d'éclairage. C'est Marcello Gandini lui-même qui se charge de la transition vers la série. La deuxième raison est que les ressources limitées dans l'entreprise d'État, Alfa avait été nationalisé en 1933 avant d'être vendu à Fiat en 1986, ces ressources étaient essentiellement investies dans le développement de l'Alfa Sud et la construction d'une nouvelle usine pour la produire à Pomigliano d'Arco dans le sud de l'Italie. Bon, évidemment que cette voiture-là, ce qui a fait sa réputation, c'est son V8, là. Tout à fait, et ce dernier vient avec un pédigré sportif. Les Type 33 ont couru en championnat du monde de voitures de sport entre 1967 et 1977, remportant de nombreuses victoires. Le V8 a 4 arbres à cam en tête conçu par Autodelta, la branche compétition d'Alfa Romeo, pour les 33 faisait initialement 2 litres et délivrait 230 chevaux à 8800 tours. Ce bloc évoluera jusqu'à 3 litres, 520 chevaux à 12 000 tours et aura même une version turbo 2,2 litres, 640 chevaux à 11 000 tours minute. Wow. Pour la Montréal, le bloc est profondément revu pour le rendre utilisable au quotidien. La course et l'alésage sont augmentés pour faire passer la cylindrée à 2,6 litres. Le vilebrequin à plat, flat plane, devient transversal, cross plane. L'injection Lucas fait place à une injection mécanique Spica, déjà vue sur les 33 Stradale de 1967, avec un allumage électronique Bosch, alors que la lubrification par carter sec est conservée afin de réduire la hauteur du moteur. Bon. La puissance est de 200 chevaux, DIN ou 230 SAE. Elle est envoyée au roue arrière via une boîte 5 rapports ZF, pas d'option automatique, et un différentiel à glissement limité. Côté train roulant, on retrouve les suspensions de la GT Veloce, double triangle à l'avant et essieu rigide à l'arrière, une direction sans assistance, 4 freins à disque, ainsi que des barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière. La Montréal inaugure les jantes Campagnolo Turbina en 14 pouces que l'on verra ensuite dans de nombreux autres modèles Alfa Romeo. L'intérieur est lui aussi assez proche du concept, mais il est entièrement revu. Les 2 grands cadrans ronds principaux restent, mais la console est toute nouvelle, ainsi que les sièges. Les options sont limitées. La climatisation, après mars 1972, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, le cuir sur commande spéciale et la radio installée en concession. Et bizarrement, le seul logo Montréal visible sur l'auto est placé sur le cendrier. OK. Bon, on a eu quand même quelques embûches avec cette voiture-là, là. Oh là oui, parce qu'évidemment, on est en Italie, il faut que ça bouge un peu. Donc la production va démarrer avec quelques problèmes. Après la présentation, la production tarde à démarrer à cause de mouvements sociaux chez Alfa Romeo. Ouais. Les premiers exemplaires ne quittent les chaînes qu'en décembre 1970. Et d'ailleurs, le processus de fabrication est assez compliqué. Les planchers sont estampillés à l'usine Alfa Romeo d'Arese avant d'aller à l'usine Bertone de Caselle pour recevoir la carrosserie. Puis les autos partent à l'usine Bertone de Grugliasco pour faire le traitement anti-corrosion et la peinture, ainsi qu'aménager l'intérieur, avant de retourner à Arese pour installer les mécaniques. Ça, c'est les vicissitudes. C'est un festival de bonnes idées. C'est ça. Ouais. Après un démarrage lent, la Montréal connaît sa meilleure année en termes de vente en 1972. Elle est appréciée pour son côté grand tourisme et ses performances. 220 km/h en vitesse de pointe, 0 à 100 en 7,4 secondes. Par contre, l'essieu arrière rigide n'en fait pas une reine de la route secondaire. Et puis arrive le choc pétrolier de 1973 qui casse net sa carrière. Il faut dire que le V8 Alpha exige sa ration d'essence et que la Montréal est une auto exclusive vendue plus cher qu'une Porsche 911 ou qu'une Jaguar Type E. Oh là là, quand même. Hein? Est-ce qu'on sait combien de Montréal ont été fabriqués? Y a-t-il des chiffres spécifiques là-dessus? Parce que ça reste nébuleux. Oui, alors c'est un peu compliqué. Les experts ne sont pas tous d'accord à propos des chiffres de production. La fabrication de la Montréal aurait cessé en juillet 1974 et après, Alfa Romeo aurait eu de la difficulté à écouler les derniers exemplaires jusqu'en 1977. Wow. Seulement 23 ventes en 1976 et 27 en 1977. Il se serait fabriqué 3737 ou 3733 exemplaires en conduite à gauche, ainsi que 180 ou 188 exemplaires avec le volant à droite contre les 10 000 exemplaires initialement prévus. Logiquement, la Montréal ne connaît que peu d'évolution. Installation d'un spoiler après les 100 premiers exemplaires. Certains éléments de mécanique, de suspension et de structure optimisés, puis c'est tout. À ce moment-là, Alfa Romeo a beaucoup d'autres problèmes à régler.
Une commercialisation en Amérique du Nord aurait définitivement aidé, mais face à de nouvelles normes de pollution, les ingénieurs ont choisi de ne pas développer une version fédéralisée. Ainsi, il ne s'est donc jamais vendu d'Alfa Romeo neuve à Montréal. Remarquez, il ne s'est pas non plus vendu de Pontiac parisienne à Paris. Mais il s'est vendu beaucoup de Chevrolet Malibu à Malibu. Malibu. Voilà. Merci, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Louis-Philippe, tu es allé essayer un véhicule qui pourrait convenir à tes besoins, on pourrait dire ça comme ça, considérant tes nombreux enfants. Tu es allé essayer la Kia Carnival hybride. Écoute, Antoine, je pense que t'es la bonne personne à qui parlait de ça quand on parle d'utilitaire. Oui. La mini-fourgonnette, moi, personnellement, je la trouve toujours plus utilitaire qu'un utilitaire. Oui, oui. Peu importe, là, C'est clair. pas enfant, c'est un véhicule qui est plus spacieux. C'est le meilleur packaging, tu peux pas faire mieux. Point. On bloque à la minivan, le fait qu'il y a des portes coulissantes sur les côtés, puis l'étiquette qui vient avec ça. Donc, même si j'ai pas d'enfant, moi, je n'ai pas honte de conduire une minivan. Et ça m'a fait plaisir d'aller Good en for you. conduire une à San Diego, soit la Kia Carnival hybride, crime un segment que... Puis il y a du bois mort, il y a des affaires qui collent, il y a des affaires qui se ressemblent depuis vraiment longtemps. Puis En même temps, Toyota vend une fourgonnette hybride et chaque Sienna qui débarque en concession sort aussitôt. Si tu arrives à l'avoir, il y a ouais, eu de l'attente là, pour les Sienna pendant Mais tu sais qu'il y a de l'attente bon bout même de temps, pour des carnivals à essence. Ouais. On n'en a pas assez. Fait que, c'est révélateur. Là, Les seuls qui collent, c'est les Chrysler en ce moment parce que on dirait que c'est pas de bonnes aubaines en ce moment. Là, je sais pas. Mais non, sans blague, le marché de la fourgonnette est rendu où il est rendu parce que l'industrie a bien voulu en faire un marché très secondaire, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande. C'est pas parce que le monde n'en voulait pas, non, en tout cas. c'est ça. Fait que, pour 2025, hein, la Carnival, on l'a modifié quand même pas pire. On lui a donné un look d'utilitaire justement pour Ça passer fait 10 ans qu'on par-dessus dit ça ça. un peu. Là, mais il ressemble beaucoup plus aux autres utilitaires qu'il y a que si on compare, par exemple, chez Toyota, je trouve que la Sienna a toujours ressemblé un peu à la même chose. Du côté de la Grande Caravane, c'est la même affaire. Tandis que là, on lui a donné un look extérieur. On lui a même donné une Black Edition, une édition noircie pour 2025. Juste pour aguicher les propriétaires d'utilitaires. Mes poils à leur sont dire dressés sur mes bras. On s'entend-tu que c'est pas une édition Harley-Davidson? Là, quand même? C'est pas, Imagine! On n'est pas là. On n'est pas là. Mais ouais, c'est ça. Donc, du côté de l'hybride, toi, je sais que tu es un propriétaire de la Carnival traditionnelle avec le 3.5 litres, puis on va en parler. Mais là, on a rajouté évidemment une motorisation hybride qui est basée sur le 1.6 litres turbo compressé de Kia. Avec essentiellement, c'est la motorisation hybride qu'on retrouvait dans le Sorento. C'est ça, essentiellement qui alimente les roues à l'avant seulement. Donc ça veut dire quelque chose dans ce segment-là parce que, bon, hybride avec la Sienna, par exemple, là, c'est différent les configurations. Avec la Carnival, c'est le compromis à avoir les roues motrices avant. La Sienna est plus écologique, elle consomme moins sur papier avec 6,6 litres au 100. Je parle de la configuration roue motrice avant versus roue motrice avant dans la Kia Carnival hybride qui va consommer 7,2. Dans mon essai, j'ai vu 7,8. On l'a brassé un peu. Fait que ça, c'est quelque chose à noter. Par contre, plus de couple. 270 livres-pieds de couple avec le moteur dans la Carnival versus... Là, on a une transmission double embrayage. On n'a pas une transmission CVT. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas la même affaire. Donc tu sais, ça consomme un petit peu plus. Mais il y a le couple aussi, puis il y a le rendement qui est un peu plus intéressant parce qu'une Sienna, oui, ça a beaucoup de bénéfices, là, mais certainement pas celui d'être un peu enivrant à conduire. Là. On n'est pas là. Tandis que, bon, moi, j'ai une Carnival avec un moteur V6. Je peux vous dire un truc, elle va tourner 100 000 km bientôt. Ouais. Là. D'ailleurs, je dois me grouiller le derrière pour aller au concessionnaire avant que la garantie soit terminée. Mais c'est un véhicule d'une grande fiabilité. Et sur les derniers 28 000 km qu'on a parcourus, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas réinitialisé l'odomètre journalier, sur les derniers 28 000 km parcourus, on est à 8,2 litres au 100. Avec un V6 qui a un rendement exceptionnel. Là. Puis tu dois quand même pas rouler à vide tout le temps, là, toi, parce que tu t'en sers... Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'équipements dedans.
C'est ça. Donc ça veut dire quelque chose, là, ce c'est chiffre-là. vraiment, vraiment un produit qui est au point, qui est fiable, qui coûte pas cher à entretenir. Moi, j'adore ce produit-là, honnêtement. Puis le fait qu'on amène une version... Tu sais, moi, j'ai hâte de comparer l'hybride avec le modèle à essence pour voir à quel point c'est bénéfique au niveau du rendement énergétique. Parce que je t'avoue que la technologie hybride ne m'inquiète pas. C'est pas le fait d'avoir une batterie dans un véhicule qui m'inquiète. Non, c'est pas... Moi, c'est plus la transmission qui m'agace. Surtout une hybride traditionnelle, là. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Non. C'est ça. Mais c'est sûr qu'une Kia Carnival, il faudra faire les calculs. Est-ce que le supplément à débourser pour aller en hybride versus un modèle à essence vaut la peine? Tout dépendant de ce que tu fais. C'est sûr que si tu roules juste en ville, l'hybride vaut vraiment la peine. Ouais. Mais si tu fais de la grande route, le V6 consomme tellement peu. Ouais. Et si tu es chargé aussi, parce qu'on parle de la polyvalence d'une mini-fourgonnette, si tu enlèves les bancs, là, souvent, puis tu es capable de charger des outils, des affaires comme ça, là, avec un moteur hybride, avec la turbocompression et cette transmission-là, ça va jouer là, dans la balance. Il va falloir faire la comparaison. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on va en avoir? Ah. Est-ce qu'on va en avoir? Est-ce qu'on va test. suffire à la demande? Parce que c'est certain qu'il y aura de la demande chez nous. Et moi, je le prédis, là, la technologie hybride va revenir en force. Hyundai a d'ailleurs annoncé tout récemment pas qu'on délaisserait l'électrique, mais qu'on pousserait massivement vers la technologie hybride. Multiplier les produits, même du côté de chez Genesis, tous les chez modèles Toyota, vont avoir c'est pas un secret d'État. Là, on sait que le RAV4 de prochaine génération sera exclusivement hybride. Il n'y aura plus de moteur à essence traditionnel. Donc, tu sais, je pense que c'est un produit qui va valoir la peine de bien évaluer et qui va aller chercher des parts de marché qu'on délaisse du côté de chez Chrysler parce qu'on a une hybride rechargeable, mais très cher et fiabilité discutable. Bon, tu sais, c'est vraiment pas évident. Et il reste à voir si Honda va renouveler une Odyssey avec une technologie hybride aussi. Tu sais, ça, on sait rien à ce niveau-là. Puis, il y a Volkswagen qui... je vous en parlerai la semaine prochaine, d'ailleurs. Je m'en vais conduire le ID Buzz pas plus tard qu'après-demain. Alors, je pourrais vous en parler. Un véhicule très dispendieux, ça aussi. J'ai cru que tu nous annonçais un Touran 2. Non, il n'y a pas de tout. Et encore moins de Routan. Routan, c'est ça. C'est le Touran, c'est européen. Routan. Et la Routan, c'est quelque chose qu'on essaie d'oublier. Routan and Country. Bon, moi, de mon côté, j'ai pu conduire la semaine dernière le Polestar 3. Et toi, tu avais pu conduire la Polestar 4. Alors, qui est une version un peu plus budget. Là, budget, ça part à 65 000 quand même. Oui, mais le Polestar 3 est extrêmement 97 000. dispendieux. C'est ça. On va dire budget relatif. On parlait tantôt du SQ6 e-tron. Le Polestar 3, c'est exactement ça. On cible cette même clientèle. Puis regarde, la compétition, là, c'est Acura ZDX, Audi Q6, BMW iX, Cadillac Lyriq. Genesis, évidemment, dans les modèles les plus huppés, tu as de l'électrique. Lincoln, c'est une question de temps, avant qu'on ait quelque chose. Mais après ça, évidemment, j'en oublie. Là, mes mathématiques se font en ce moment, pendant que je te parle. Lexus RZ. C'est un concurrent de ce véhicule-là, même si c'est pas super convaincant. Tous des véhicules là, très, très chers. Après ça, Tesla Model X, Volvo XC90, naturellement. EX90. pardon. Ouais. Il y a énormément de compétition là-dedans. Il y a au moins une bonne douzaine de véhicules en compétition. Rivian, on peut le placer là. Tous très pesants et très chers. C'est tout du VUS intermédiaire à 100 000 plus. Puis un Polestar 3, ça utilise la même technologie que le X90, mais dans une formule un peu plus personnalisée, moins pratique, moins d'espace à l'intérieur, 2 rangées de sièges plutôt que 3, mais avec un sacré beau look. Ouais. Et il y a une lunette à l'arrière comparativement à la Polestar 4. Oui, c'est ça. Il y en a même une sur le toit. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu drôle parce que le haillon, de la façon dont c'est dessiné, c'est que vous allez avoir une partie vitrée à l'arrière et sur le dessus du haillon. OK. Parce qu'on sait que c'est très, très, très important d'illuminer le coffre. Ouais. Alors, cas où ton épicerie a besoin de plus de chaleur. Continue à faire pousser tes tomates. Non, mais c'est un véhicule au design magnifique. Puis,
moi, je veux juste dire chapeau aux designers de Polestar parce que c'est donc rendu difficile de faire un VUS original. Ouais. Ils ont tous Ça, la c'est même vrai. forme. On fait une Alors bonne là, job, de chez réussir à se Polestar. distinguer esthétiquement avec ça, Ouais. c'est quand même très réussi. L'habitacle est magnifique. Le système audio qu'il y a là-dedans, à 25 haut-parleurs. Tu sais, on rigole, là, mais 25. il y a une course au nombre de haut-parleurs que tu retrouves dans des véhicules. Ouais. Cadillac en a 46 dans Ouais. l'Escalade. Mais la qualité sonore dans ce Polestar 3-là, c'est une salle de concert. Les Scandinaves prennent ça au sérieux. là. Écoute, les Scandinaves, là, les systèmes audio et les sièges, c'est fantastique. C'est des sièges de Volvo, là, littéralement. D'ailleurs, je vous annonce pas grand-chose en vous disant qu'un Polestar, c'est un Volvo. Mais, quoi? Écoute, moi, j'ai aimé la conduite de ça. Ça mord dans les virages. Ça a une puissance qui est super intéressante. Aussi drôle que ça puisse paraître, j'essayais en même temps, et on y reviendra dans les prochaines semaines, un Volvo EX30 qui accélère plus rapidement que le Polestar 3. Ouais, un petit peu Le moins pesant. EX30, c'est 3,6 secondes 0 Ah non, c'est un territoire de 911 turbo. là, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Mais le Polestar 3, évidemment, c'est plus gros. C'est près de 2700 kilos, donc c'est pas un poids plume. Mais ça fait pas sentir son poids. Moi, j'ai aimé beaucoup la conduite. Ce que j'ai pas aimé, il n'y a pas de bouton physique. Tout passe par l'écran. Tu veux régler tes rétroviseurs. Tu veux ajuster ta colonne de direction. Aller le chauffage de Et climatisation. c'est pas une commande, c'est Non, deux, c'est trois. du là, pars, tu sais, c'est tu pars des sous-menus. dans les menus. Là, à un moment C'est donné- comme chez Volvo, c'est la Ouais. même affaire. Ça, on n'a pas appris, là. c'est une mauvaise idée. Là. Fait que, ramenez-moi des boutons. Là. Chauffage, climatisation, volume de radio, régler Ouais. mes rétroviseurs. Tu sais, des trucs de Les base. bases. Les Ouais, bases. ouais, Tu sais, ouais. ça- Puis qu'il demeure pareil, tu sais, comme la Carnival, on en parlait tantôt, on a changé les commandes de ventilation pour la barre qu'on retrouve dans le V6, là, tu sais, Ouais. qu'il faut permuter entre le volume de la Ouais. radio et la ventilation. Ouais. Ça devrait être séparé, là, ça, là, tu sais, Ouais, de ouais. dire, ben, je veux monter le volume, je veux baisser le chauffage. Deux pitons différents, s'il vous Puis, plaît, puis ça on finit pousse là. l'audio en faisant, bon, ben là, tu te cherches ton menu, t'es là, puis là, après ça, le véhicule te fait bip, 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 bip. Bah oui, parce que tu te perds plus la rappelle route. que tu perds. Là, Ah ouais. regarde, c'est toi qui m'as... C'est qui malin, me force à- c'est malin. C'est ça. C'est la Fait que, distraction forcée, Hey, là, c'est concentre-toi forcé. sur la route. Fait que gèle. Tu sais, c'est Ouais. ça. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est l'affaire que j'ai pas aimé, mais au niveau qualité de construction, conduite, silence de roulement, puissance, raffinement, j'ai aimé ça. On aime. Puis c'est pas un véhicule look at me. Tu comprends-tu? C'est Ouais. pas un bling-bling de BMW XM là, qui est Ben, regardez-moi. Les acheteurs de Volvo, c'est ça Ah, qu'ils recherchent. Donc, j'aime beaucoup c'est le cette- luxe Tout à fait. discret, Ouais. posé, puis C'est ça. une bonne conduite. C'est ce qu'on nous a servi. Écoute, il nous reste très peu de temps, peut-être une minute pour vous parler rapidement du Nissan Kicks que j'ai pu conduire. Oui. 140 chevaux, pas d'autre choix mécanique. C'est un moteur 2 litres qu'on a déjà dans la Sentra, qu'on avait dans l'ancien Qashqai. Et comprenez que le nouveau Kicks, ça remplace l'ancien Qashqai, ça ne remplace pas l'ancien Dans Kicks, Kicks, ouais. qui lui demeure sur le marché pour 25. On va l'appeler Kicks Play. Donc, ça va permettre à des gens d'avoir un véhicule d'entrée de gamme, parce que le nouveau Kicks, ça part à 30 000. En traction, ça va jusqu'à 38 000 en rouage intégral, mais C'est toujours, la nouveauté, là. mais toujours avec le 2 litres de 140 chevaux. À 38 000 chez Subaru, tu as toujours bien le 2.5. À 38 000 chez Toyota, tu as l'hybride. Puis à 38 000 chez Hyundai, tu as le moteur turbo avec, tu sais, bon. Ah fait ouais. que tu as un 40-50 chevaux de plus chez la compétition que tu n'as pas chez Nissan. Puis Nissan dit, ouais, mais nous, on est les plus économiques du segment. Mis à part le Corolla Cross qui est un hybride. Il n'y a pas de choix mécanique. Moi, c'est un peu ce que je déplore. Confort, ça va. Ouais. Il y a un Il est truc plus qui gros, là. Il est plus gros, tu sais, t'es bien assis. Évidemment que la version qu'on a essayée, c'est la plus luxueuse Ouais. avec les doubles écrans 12.3 pouces, tout ça. Il y a des trucs qui sont un peu plus intéressants chez la compétition, mais bon, t'as quand même quelques Ça gadgets. fonctionne. Insonorisation, ça va à l'avant. Tu t'installes à l'arrière, écoute, t'entends tout. C'est comme si on avait décidé de juste isoler la partie avant, puis en arrière, t'entends les bruits de route, les C'est roches peut-être dans les parce qu'à tours d'aile. l'arrière, il n'y a pas d'haut-parleur dans Dans les appuis-têtes, voilà, c'est ça, tu sais. Il n'y a En pas tout cas, ça, j'ai trouvé l'annulation ça. de bruit. Fait que c'est un produit de milieu de peloton qui vient d'être lancé.
Ça devrait être relativement fiable, espérons-le, d'autant plus qu'on a modernisé la transmission CVT. On nous a vanté le système double pompe de la CVT pour moins de friction dans la transmission, moins de chaleur. Tu sais, la CVT chez Nissan, on sait que ça a eu de quelques ratés. On verra pour la suite, mais ça commence à 30 000 $, puis évidemment que le modèle à volume, ça va être autour de 35 000 $. Fait que c'est plus le Kicks qu'on connaissait, sauf que l'ancien Kicks, lui, demeure. Donc, il y a encore cette possibilité d'acheter un véhicule à prix plus raisonnable du côté de chez Nissan. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine et on va parler du Volkswagen ID Buzz, voir si les 80 000 $ sont justifiés. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, tout le monde. Salut. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.